Bonjour les amis, cette semaine, Sylvain étant un peu fatigué, nous allons le laisser se reposer lors du zapping habituel, et je vais relever un petit défi qu'il m'a lancé lors de la dernière capsule, l'air de rien. Écoutez plutôt. J'adore l'ambiance que tu nous as mise avec tes bûches derrière toi. C'est une vraie cheminée, hein. C'est pas un montage de Pascal. Ah non. Regarde, je passe devant, puis Pascal aurait de la misère si je passais devant. Ah ouais, ça lance des défis discretos. Ok, alors, attention, effet magique. C'est une vraie cheminée, hein. C'est pas un montage de Pascal. Ah non. Regarde, je passe devant, puis Pascal aurait de la misère si je passais devant. Oups, c'est pas le bon effet magique. Je recommence. C'est une vraie cheminée, hein. C'est pas un montage de Pascal. Ah non. Regarde, je passe devant, puis Pascal aurait de la misère si je passais devant. En même temps, j'ai été formé par Reuters et l'AFP. Un dernier pour la route. Ah non. Regarde, je passe devant, puis Pascal aurait de la misère si je passais devant. Voilà copain Sylvain, j'ai relevé mon défi. Maintenant, les amis, je vous laisse découvrir cette capsule. Bonne vidéo. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle capsule de la déprogrammation avec notre Sylvain d'amour. Oh, Salut. d'amour, ouais. Ouais, t'es notre Sylvain d'amour, t'es notre chouchou. Et je tiens à dire quand même Oui. que Sylvain, même s'il est fatigué, parce que franchement, tu donnes et tu donnes depuis maintenant 2 ans. Ouais. Hein, je vois, tu publies des posts à rallonge Oui. qui sont partagés, qui sont publiés aussi sur des médias traduits, certains en 19 langues, qui n'arrêtent pas. Et Sylvain, il fatigue un petit peu aujourd'hui, mais il a dit quand même, on enregistre cette capsule. Ouais. Parce que Sylvain, il est passionné, comme vous tous les amis, qui avaient rejoint le train de la vérité depuis juillet 2020, en fait. Date à laquelle nous sommes rencontrés sur l'aventure de Guerre et mensonges, le premier livre de la trilogie infernale de Sylvain Laforest. Je fais bien, là, je tease bien, c'est bon? Ça va très bien jusqu'à maintenant, là. Ouais. Puis pour la fatigue, là, je veux quand même spécifier, c'est qu'on est quand même en ce moment au milieu là, des convois de camions à Ottawa, là, pour ceux qui écoutent la capsule beaucoup plus tard. Et donc, c'est un va-et-vient physique, mais aussi d'émotion là, par rapport à tout ce qui se passe. Donc, et en plus, il fait toujours froid, parce que le réchauffement climatique est impitoyable en ce moment. Là. Il fait du moins 20 à toutes les nuits en ce moment. Il fait moins 20 au lieu de faire moins 40, donc ça se réchauffe effectivement, Sylvain. Ouais, c'est mieux qu'en Sibérie. On a vu des images. Effectivement, tu fais bien de préciser, certaines personnes vont voir cette capsule peut-être en 2050. Oui, c'est ça. Et quand on apprendra à l'école que ce qu'on a fait dans les années 2000, eh bien, c'est tout ce qu'il fallait pas faire au niveau de la santé publique. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, les amis, peut-être que vous ne savez pas, mais nous parlons donc des livres de Sylvain et tu es en train d'écrire le 3e volet de cette trilogie qui, justement, parle en long et en large de ce dont on va parler aujourd'hui. Puisque nous sommes en train de parler de ce livre, La déprogrammation. Je l'ai à côté de moi. Alors, on le voit pas très bien, c'est un petit peu flou. Pascal va nous le mettre bien à l'écran. Et ce livre qui fait quasiment 500 pages, je crois même plus que 500 pages, c'est un énorme pavé. Il a plusieurs chapitres. Et celui dont on va parler aujourd'hui, le chapitre 12, c'est une prophétie, comme d'habitude, Sylvain, il a la boule de cristal, mais il veut pas nous la prêter. Mais quand il écrit ses livres, et surtout celui-ci, dans le chapitre 12, Mouton ou cobaye, tu nous parles de cette façon de créer des pandémies pour rendre les vaccins obligatoires. Mais surtout, tu nous parles de stérilisation, d'essais sur les humains, d'eugénisme, énormément d'eugénisme. Tu nous fais des rappels d'histoire parce que c'est ta grande passion, évidemment. On s'est rencontrés dans Guerre et mensonges où tu nous parles de la façon dont toutes les fake news sont devenues notre histoire. Finalement, déprogrammation, c'est comment on crée l'information. On est en plein dedans à Ottawa avec des médias qui nous disent qu'il y a 3-4 camionneurs qui se courent après. Et on va faire, on va pas en parler trop en profondeur aujourd'hui puisqu'on va faire un direct dans pas longtemps. Et ceux qui verront cette vidéo évidemment en temps et en heure pourront reconsulter le direct qui sera publié pour un replay où tu vas nous expliquer clairement ce qui se passe à Ottawa. On voit bien que, comme tu nous l'expliques dans la déprogrammation, qui est donc, je relis ta tagline, les médias n'existent que pour recréer la réalité et désinformer.
Bah, Ouais. si aujourd'hui on n'est pas dans un cas pratique de ce que tu nous expliques, je ne sais pas dans quoi on est. Clairement, je veux dire, je pense que ça devient tellement de plus en plus évident. Tu sais, quand j'aime ça raconter, puis ça se peut, je te l'ai déjà dit, mais quand j'ai sorti le livre en 2016, tout le monde disait ouais, c'est intéressant, mais il disait mais t'exagères, c'est pas tant que ça, c'est pas comme ça et tout ça. Et là, on se rend compte 7 ans presque plus tard, comment presque tout le monde est en train de se poser des questions sur le rôle réel des médias en ce moment. Mais les médias, c'est rendu qu'ils sont même plus subtils en ce moment là, par rapport à l'actualité. Là, il y a plus aucune subtilité. Ils mentent en pleine face. Ils vont parler, oui, de quelques dizaines de camions alors qu'il y en a 40 000 qui sont rentrés à Ottawa. Tu sais. Et donc, puis ils vont parler de quelques milliers de manifestants alors qu'il y en est rentré 1,3 million selon la police d'Ottawa. Donc, on se demande quand même comment c'est possible d'être à ce point à l'opposé de la réalité, en fait. Ouais, ben en fait, je pense beaucoup qu'ils comptent sur l'apathie volontaire des gens. C'est Que tu nous expliques aussi ouais, dans ce chapitre-là 12 ouais. avec les consommateurs de Prozac et de Ritalin. Oui, non, ben c'est ça. Je pense vraiment que les gens ont des œillères. Et puis c'est pour ça que, oui, le chapitre s'appelle Mouton ou cobaye, mais il y avait Mouton, autruche ou cobaye, je sais plus qui on est là à l'intérieur. Et c'est que les gens aiment jouer à l'autruche, ils veulent pas savoir la réalité. Il y en a plein qui sont terrorisés à l'idée qu'on se fait mentir comme ça. Et en ce moment, ils sont extrêmement déstabilisés parce que ils s'en rendent compte qu'ils se font mentir, mais là, ils sont blablabla, tu sais, l'idée là, de les enfants, là, quand ils veulent pas entendre, ils font blablabla. Ben, Sylvain, c'est un peu comme ça. merci de préciser ça parce que tu le dis dans ce chapitre, alors que tu as écrit ce livre, encore une fois, bien avant tout ce qui se passe. Oui. Et je ne sais pas si tu es d'accord, mais on en a déjà parlé, toi et moi, dans une vidéo. Et nos fidèles qui nous suivent tout le temps, ça va leur rappeler quelque chose. Ouais. Tu nous avais déjà décrit la différence entre les moutons et les autruches. Oui. J'aimerais que tu nous le rappelles. Oui. Mais est-ce que tu es d'accord qu'il y a de plus en plus d'autruches et de moins en moins de moutons? Oui, ben en fait, oui. Oui, probablement que c'est ça. Mais c'est que évidemment, c'est des métaphores, là, parce qu'on pour l'autruche, c'est assez simple, c'est qu'on dit que l'autruche se cache la tête dans le sable pour ne pas faire face à la réalité. Donc, on a beaucoup d'autruches en ce moment qui sont vraiment comme ça, puis qui veulent absolument pas voir ce qui se passe en réalité. Les moutons, c'est simplement ceux qui obéissent, ils regardent. Ils essaient de pas trop comprendre, ils regardent ce qui se passe, mais eux vont obéir les santé publiques, vont obéir les gouvernements, vont croire les médias, et ça, c'est les moutons. Mais dans ce chapitre-là, on parle aussi des cobayes, parce que, et là, c'est que le plus gros problème, là, c'est que les sciences ont été manipulées par les élites pour arriver à leur fin, pour des raisons économiques, pour des raisons de contrôle. Pour des raisons et c'est comme ça que ils se servent de l'humanité comme des cobayes. OK? Et c'est absolument terrible. Là. Moi, quand j'ai commencé à fouiller ce chapitre-là, c'était comme une autre boîte de Pandore que j'ouvrais encore, pareil comme l'histoire. Là, je sais ce que ça fait. Hein. Oui. C'est hallucinant quand tu entrouvres et c'est ça que tu nous dis. Oui, puis et à chaque fois, c'est comme oh my God. Oui, c'est fou. C'est pas possible. Non, c'est ça, tu sais, je veux dire, juste l'exemple de ce qu'on nous raconte sur les vaccins depuis qu'on est né. Mais si tu vas voir toute la littérature réelle sur les vaccins depuis les tout débuts, c'est pas très joli, là. Et donc, puis ça, j'ai fait des trouvailles pour le troisième livre parce que ce qui est important aussi de savoir, c'est que autant le côté historique de la déprogrammation est ce qui m'a inspiré pour aller faire Guerre et mensonges, autant le contenu de ce chapitre-là est ce qui m'a inspiré pour faire le troisième livre, dont je veux pas dire le titre tout de suite. Mais c'est secret, on dit rien. Ouais, c'est ça. Mais qui est en fait, c'est ça les torsions des sciences pour des fins de contrôle et des fins d'économie pour faire de l'argent. En fait, ce que tu nous expliques, c'est Guerre et mensonges, c'est la fabrique de l'histoire. Ouais. La déprogrammation, c'est la fabrique de l'information. Mm-hmm. Et le troisième tome de cette trilogie, c'est la fabrique de la science. C'est ça. Tout est lié. Et de la fausse science, en quelque part. Là. J'ai écrit hier une phrase où je disais qu'il y avait des fluides improbables pour distiller la fausse science en ce moment dans les
laboratoire, simplement pour garder leur financement, et tout est lié à ça. Tout est lié au financement, tout est lié, et particulièrement au niveau de la philanthropie de Rockefeller. Parce que Rockefeller, lui, il s'est accaparé toutes les sciences depuis le début du 20e siècle. À travers le Rockefeller Institute et le Rockefeller Foundation et le Rockefeller University. Ils ont vraiment phagocyté là, tous les domaines scientifiques parce que ils ont rendu dépendants au financement des philanthropies Rockefeller tous les pans de sciences, et c'est comme ça qu'ils réussissent à contrôler tout le narratif par l'argent, parce que les laboratoires scientifiques, par exemple, sur le réchauffement climatique, si tu veux commencer à remettre en question le réchauffement climatique, qui est scientifiquement là, d'une absurdité crasse, là, c'est même pas proche d'être possible, là, le réchauffement climatique anthropique, mais donc, il faut qu'on continue à perpétuer le mensonge, sinon tous les scientifiques, les climatologues et tout ça, ou le GIEC, vont tous perdre leur financement. Donc, pour eux, c'est une question de gagne-pain, de préserver leur gagne-pain. Comme d'habitude, d'ailleurs. C'est toujours ça. Puis, c'est ce qui me fait dire, pour moi, que un jour, il faudrait absolument que le financement des sciences soit anonyme ou indépendant. Mais anonyme, déjà que c'est déductible d'impôts, là, pour les philanthropes, là, ils ont des énormes déductions d'impôts, mais il faudrait que ça soit anonyme, tout dans un pool et un comité citoyen qui distribue, et personne ne sait de qui vient l'argent, ce qui fait qu'on aurait droit à une vraie science, enfin. On pourrait évaluer les réels dommages d'une vaccination, on pourrait évaluer les réels dommages des pilules de la pharmaceutique, et pourquoi on a une médecine allopathique aux États-Unis qui exclut toute forme d'holistisme. et je pense qu'on va en venir là. Je pense que on est encore dans un monde qui est en train de s'écrouler, et toute cette espèce de manipulation des sciences-là fait partie de ce monde-là qui va s'écrouler bientôt. C'est vrai que quand tu parles d'autruche, ce phénomène de l'être humain qui est typiquement humain, on n'est pas encore des machines, de se dire mais c'est trop fort pour moi. J'ai parlé avec beaucoup de psychiatres. Tu sais, Sylvain, moi j'ai beaucoup d'amis psychiatres. Ouais. Et le jour, je demandais à une amie psychiatre, mais qu'est-ce que tu penses toi? Et elle me disait, je pense que c'est tellement fort pour l'être humain de se dire qu'on a pu le tromper à ce point qu'il résiste en fait. C'est les dernières résistances de l'ego qui ne peut pas concevoir qu'on l'a trompé à ce point. Ouais. Et comme toi tu le dis justement dans ce prochain livre, effectivement, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que, tu parles de vaccins, ce sont les sociétés qui les fabriquent, qui payent et qui font les études pour pour parler de l'innocuité. Donc déjà là, les gens ne savent même pas ça en fait. Ils pensent que dans le pays idéal, il y a des contre-pouvoirs, il n'y en a pas. Non, il n'y en a aucun en ce moment. Puis tout ça, on ne savait pas il y a 2 ans, ou en tout cas, je m'en doutais là, parce que ça fait quand même quelques années là-dedans. Mais pour la plupart des gens, là, ça fait seulement depuis 2 ans qu'ils commencent à se réveiller. J'ose croire que tu sais, ce dont on parle, où ils veulent volontairement rester innocents et ne pas jouer et faire l'autruche, j'ose croire qu'à un moment donné, là, ils vont passer par-dessus cette barrière-là. Moi, il y a probablement un 10-15% totalement indécrottable, et tu aurais beau leur dire en pleine face, de manière officielle, qu'on t'a menti toute ta vie, il n'ira encore. Tu sais, il y a un 10-15% qui a absolument rien à faire. Mais ça laisse quand même un 80, 85, 90% de gens potentiellement éveillés dans les prochains mois, les prochaines années. Donc, parce que tu vois, il y a quelque chose qui est crucial dans ce chapitre 12, c'est que souvent on parle des civils en disant, on va donner des exemples maintenant, allons droit dans le sujet, pourquoi pas, mais tu vois, tu nous donnes aussi des exemples sur des soldats. Et là où justement, il y a peut-être quelque chose qui est un tournant maintenant, parce que l'autre jour, tu me parlais de l'armée dans des messages, parce qu'on échange, Sylvain et moi, et tu me dis, tu vois, ce qui est drôle, c'est que l'armée maintenant dit, on va pas bouger les camions, trouver quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. Le jour où les soldats vont comprendre qu'ils ont été aussi manipulés à travers les âges et que eux aussi ont été des cobayes,
Oui, involontaire. Tu nous parles de radiation, là. Tu nous parles de bombes absolument. atomiques. Est-ce que tu as envie de parler Ben, un en petit peu? fait, j'ai eu un copain qui a été dans les Marines américains en Afghanistan quand même. Là, et il a fait 2 ans en Afghanistan. Il a été blessé 2 fois. Donc, c'est quelqu'un qui était au milieu de l'action là, comme tel. Et comme la plupart des soldats qui sont revenus de l'Afghanistan, ils se ramassaient avec le PTSD, le post-syndrome, le syndrome, le Ah oui, le choc post-zone de combat. Là. post-traumatique. Oui, c'est ça. Et donc, pourquoi ils se ramassent presque tous avec ça, les gens démobilisés, c'est que les gens de l'armée se rendent compte, en sortant de l'armée, la réalité de ce qu'on leur demandait de faire. C'est souvent comme ça, tu sais, le général Smedley Butler, qu'on a nommé souvent, lui, c'est après être sorti d'une carrière de 35 ans dans l'armée quand même, où il a écrit War is a Racket, parce que il a fallu qu'il soit démobilisé pour se rendre compte avec un pas de recul sur ce qu'on lui demandait de faire finalement, puis c'était de briser des gouvernements pour faire entrer les compagnies américaines, les multinationales américaines, pour faire rentrer les banques internationales et tout ça. Et pour les soldats qui étaient les Marines en Afghanistan, c'était souvent, ils se rendaient compte à quel point ils ont surveillé des champs de pavots qui sont devenus de l'héroïne, mais c'était parmi leurs missions, là. Et donc, tu te rends compte que tu es en train de garder les champs de pavots pour le compte soit de la CIA, soit de l'armée, peu importe. Mais donc, la réalité pour les soldats est assez terrible, mais c'est souvent qu'il faut qu'ils sortent de là pour s'en rendre compte. C'est la même chose pour les soldats dont on parle là, dans les années 50, là, pendant la guerre froide. C'est que, bon, il y avait eu les 2 guerres, les 2 bombes atomiques là, pour mettre un terme à la Deuxième Guerre mondiale avec le Japon, en tout cas la partie avec le Japon, les bombes atomiques de Hiroshima et Nagasaki. Mais évidemment, pendant la guerre froide contre l'Union soviétique, ben on a fait beaucoup de tests avec des bombes nucléaires. Et ça, je veux dire, il y en a eu jusque la France qui en a fait en Polynésie, là, qui ont tué complètement une île en Polynésie. Ce qui, d'ailleurs, moi, j'ai été 2 fois en Polynésie, puis eux vivent beaucoup de la taxe nucléaire qu'on appelle. Parce que la France, dans le fond, envoie des fonds massifs au gouvernement polynésien pour avoir donné une de leurs îles, dans le fond, pour les tests. Mais ce qui est terrible au niveau de l'armée américaine, c'est que on s'est servi des soldats comme cobayes pour voir l'effet de la radioactivité. Donc, on mettait des unités de soldats à tant de distance de l'explosion. Il y en avait d'autres qui étaient un peu plus loin, pour voir ce que la radioactivité, les effets de la radioactivité là, par étapes comme ça. Tu parles de 32 000 cas de cancer. Oui, oui, écoute, et c'est incroyable, là, parce que ceux, évidemment, qui étaient dans le plus proche se sont tous ramassés ou à peu près avec le cancer. Puis, mais ça, c'est documenté aujourd'hui, ils le savent. Puis, et pourtant, on n'en parle pas trop, on met ça en dessous du tapis, comme le reste des choses. Et les gouvernements les pharmaceutiques se sont servis des humains comme cobayes, mais depuis toujours. Parce que là, tu parles des radiations sur le corps humain, Ouais. mais tu nous apprends aussi dans ce chapitre qu'à Nashville, ils ont fait des tests sur les femmes enceintes. Oui, oui. Le fœtus, on n'est pas 2022, on n'a rien inventé apparemment. Non, c'est ça. Puis on a fait manger des gruyots radioactifs à 200 enfants aussi. Je veux dire, c'est fou. On a répandu, tu sais, je veux dire, il y a eu plein d'opérations. On a répandu des bactéries au-dessus de la baie de San Francisco pour voir il y a combien de gens qui étaient pour être affectés dans la ville de San Francisco par ça. Finalement, il y a eu juste un mort, donc ça n'a pas très bien fonctionné pour eux autres. Et puis le mort c'est difficile à évaluer. Mais donc c'est constamment. Et si on regarde, là, moi, ce que je trouve le plus atroce, c'est probablement les vaccins, comment on s'est servi des orphelins. Oui. Dans les orphelinats, mais pas juste aux États-Unis, là. C'est dans une quinzaine de pays où, parce que dans le fond, ils n'ont pas de parents. Donc, on n'a pas besoin on n'a pas besoin de l'accord parental pour tester les vaccins sur les orphelins. Donc, dans les orphelinats, c'est très documenté. Il y a eu des poursuites en Australie dans les années 20, les années 30. On faisait des tests de toutes sortes de vaccins, comme pour la variole, pour la polio aussi. Et ici, au Québec, on a eu ça aussi. Il y avait ce qu'on appelait les orphelins de Duplessis. Duplessis, ça a été un premier ministre du Québec qui était un peu
disons, flamboyant, mais qui avait un petit côté totalitaire un peu, très dur et tout ça. Puis donc, dans les orphelinats au Québec, on avait déclaré un paquet d'orphelins malades mentaux. OK? Et donc, on les avait gardés dans des instituts psychiatriques alors qu'il n'y avait rien de malades mentaux, là. Mais on a justifié toutes sortes de mauvais traitements, mais pour le gouvernement, et donc, il devait recevoir de l'argent des pharmaceutiques, on s'est servi de ces enfants-là pour tester toutes sortes de médicaments et des vaccins. Donc, ça aussi, il y a eu des poursuites, et ils ont gagné, mais tous ceux qui sont passés à travers une enfance des orphelins du Duplessis a eu des séquelles jusqu'à ces jours. Là. Et l'expérience de Tuskegee, tu t'en souviens-tu, Tuskegee? Oui, tu en parles dans ce chapitre-là, effectivement. Hein. Oui, c'est ça. En fait, l'expérience de Tuskegee, c'est absolument 40 terrible. ans, 40 ans d'expérience. Pendant 40 ans, donc de 1932 à 1972, les médecins ont inoculé la syphilis dans des patients, pas n'importe lesquels, juste des Noirs. Parce c'était dans le sillage de l'eugénisme des années 30, là, à cette époque-là. Et alors qu'Hitler était avec sa race aryenne, puis stérilisait à peu près tout le monde, ou simplement les gazait parce qu'il était handicapé, aux États-Unis, on faisait des tests avec la syphilis, mais sur les populations noires et pauvres de l'Alabama, entre autres, et du Mississippi. Mais on le fait à leur insu, et c'est leur médecin particulier qui leur faisait à leur insu pendant 40 ans. Et ils sont à peu près tous morts de la syphilis, mais pas juste eux. Leurs femmes sont mortes de la syphilis. Leurs enfants sont souvent morts de la syphilis. Et c'est connu, là, il y a ça aussi. Là, il y a eu des grosses poursuites aux États-Unis par rapport à l'expérience de Tuskegee, qui, pour moi, révèle de l'absence d'humanité et de compassion et d'empathie des pharmaceutiques, en fait. Et là, il y a effectivement une clé dans ce chapitre que tu nous révèles, et je pense que tu iras sûrement en profondeur dans ton 3e tome sur ce qu'on voit maintenant depuis 2020. Ouais. C'est ce côté psychiatrique réel, donc pas faux drapeau de la psychiatrie, comme tu nous le dis justement, parce que tu nous parles de Kellogg aussi, après tu nous feras un petit clin d'œil sur les cornflakes, mais que quand les gens ont accès, comme tu le dis, au pouvoir et à l'argent, il y a un moment donné, ça pète un plomb dans le cerveau, et il y a cette addiction qui devient presque sadique, en fait, à vouloir contrôler et s'approprier la vie sur Terre. C'est hallucinant. Tu nous parles aussi de ce Population Council. Oui. Co-financé entre l'OMS et puis David Rockefeller. Tu veux peut-être parler de ça avec ces vaccinations-là? En fait, j'ai trouvé des preuves indéniables, mais pour la recherche du 3e livre, mais je vais en parler quand même tout de suite, c'est qu'il y a des preuves indéniables que les Rockefeller ne manipulent pas tout ça pour l'argent, mais pas du tout. OK? Les Rockefeller ont fait leur fortune dans le pétrole. OK? Ça a commencé avec John D. Rockefeller en 1870 et 1911, avant qu'on défasse son monopole de la Standard Oil. Il a amassé la plus grande fortune de l'époque, toute époque confondue, là. Donc, il a été l'homme le plus riche parce qu'il avait le monopole de l'essence et du pétrole aux États-Unis. Et pour les Rockefeller, donc, qui ont contrôlé Exxon, Mobil, Chevron, BP en plus. Toutes les grandes pétrolières, là, ils ont été à la tête de ça là, pendant des décennies, là, qui étaient en fait des petites compagnies là, qui avaient été disloquées de Standard Oil. Okay? En 2012, ils ont laissé tomber toutes les compagnies pétrolières qui leur apportaient beaucoup d'argent pour se tourner vers les énergies vertes. OK? Qui faisaient beaucoup, beaucoup moins d'argent. Là. Pourquoi? Parce que ils ne sont là que pour le contrôle. Parce que comme il aurait pu se contenter de continuer à s'enrichir à travers Vanguard, à travers les Rockefeller Investment Funds, à travers toutes les pétrolières, mais il était devenu client du marché mondial du pétrole. Donc, ils ont décidé non seulement d'abandonner le marché du pétrole, mais donc de créer le réchauffement climatique pour s'assurer d'une transition énergétique vers des énergies vertes.
Et les énergies vertes, ça fait beaucoup moins d'argent, ça coûte plus cher que ça rapporte. Là. Et donc, les Rockefeller n'ont que foutre des profits, là, en quelque part. Tout ce qu'ils veulent, c'est continuer à contrôler l'humanité dans sa nouvelle destinée qu'ils essaient de fixer. OK? Pour moi, là, c'est une preuve indéniable là, qu'ils sont plus là-dedans pour l'argent, plus du tout, du tout, du tout. Et tu sais, pour moi, c'est un peu la même chose que les Rothschilds au 19e siècle, parce que les Rothschilds ont quand même perdu beaucoup de plumes là, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais le 19e siècle, là, ça a été un siècle Rothschild jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et eux aussi étaient dans le contrôle des économies à travers les banques centrales. C'était ça. Mais ce n'était pas que le profit. Quand ils ont essayé d'aller ramasser le pétrole, ça leur a coûté très cher essayer de faire, de créer Israël et d'essayer de l'imposer à travers le gouvernement britannique. Ça coûtait très cher en armement parce qu'ils armaient les deux côtés de l'Allemagne et de l'Angleterre. Mais l'idée, c'était le contrôle. Et donc, les Rockefeller, c'est la preuve que donc eux autres, c'est vraiment au 20e siècle. Une fois que John D. Rockefeller avait fait presque 1 milliard en fait à l'époque. En 1903, il a lancé le premier, le Cold Spring Harbor, le laboratoire pour les recherches expérimentales. Et après, ça a été le Rockefeller Foundation. Après, ils ont mis la main sur tout le système médical aux États-Unis à travers le Rockefeller Institute, le Rockefeller University. Et c'est avec toute cette espèce de fausse philanthropie-là, parce que c'est une fausse philanthropie, là, qu'ils ont réussi à prendre le contrôle de toute la science pratiquement aux États-Unis, toute la science qui fait leur affaire. Et c'était au début, en plus, c'était drivé par une idéologie qui était eugénique. Qu'est-ce que l'eugénisme? C'est que pour eux, tout ce qu'il y avait de bon, c'était les populations blanches pures et il fallait absolument pas souiller la race blanche avec des Noirs, des hispanophones, avec des Juifs, avec tout ça. Et donc, cette mentalité eugéniste-là, on l'a financée beaucoup, beaucoup, beaucoup. Jusqu'à Hitler qui avait emprunté finalement les mêmes idéologies, là, son parti, la race aryenne blanche, pure, forte et tout ça, et nordique. Mais donc, c'est une idéologie qu'on a gardée quand même jusqu'à quelques années après la Deuxième Guerre mondiale. Et finalement, quand on regarde, on prend un pas de recul sur la première moitié du 20e siècle, tout ce qui n'était pas blanc, pur, pouvait servir de cobaye pour absolument tout. C'est pire que ça. C'est que au niveau si on regarde la grippe espagnole, c'était des Blancs qui étaient pour la plupart dans l'armée, là. Mais on a fait des tests de vaccins qui ont dérapé, mais de façon extrêmement grave en pneumonie bactérienne. Mais c'était des Blancs, là. C'était des Blancs qu'on utilisait comme cobayes. Mais ces gens-là ont toujours vu en les humains pauvres, les humains qui ne sont pas comme eux, qui ne font pas partie de leur club. Ils les voient comme des bouches inutiles à mourir et à nourrir. Un beau lapsus. Puis, mais ils les voient comme des cobayes. Donc, on peut tester. Là, tu parles de cobayes. Ouais. Il y a deux choses que tu mets en lumière dans ton livre. Mm-hmm. Il y a les cobayes. Donc là, on teste pour voir ce que ça donne. Et puis après, il y a quelque chose qui est prévu. C'est-à-dire que quand tu mets, tu l'expliques bien là, ce que je disais tout à l'heure, ces campagnes de tétanos qu'ils faisaient là, au Nicaragua, au Mexique et aux Philippines, où dedans, dans les vaccins, ils mettaient les hormones bêta-HCG, qui est cette fameuse hormone sécrétée par la femme enceinte. Ouais. Et avec, quand c'était combiné à un vaccin pour le tétanos, finalement, ça tuait une espèce d'enzyme ou une protéine, mais qui était ce qui retient le fœtus. C'est ça, c'est l'hormone bêta-HCG. C'est ça. Et donc, ça le tuait ça. Et donc, c'est les campagnes de vaccination contre le tétanos provoquaient fausse couche par-dessus fausse couche. Pourquoi? Parce qu'on est dans une idéologie maintenant de contrôle de la population. On veut réduire la population terrestre de toutes parts et on travaille là-dessus depuis des années. OK? Et Bill Gates, là, c'est un gars qui travaille en informatique, ce gars-là, puis en plus, il n'a rien inventé, là, c'est un voleur de brevets.
je veux dire, il y a quelqu'un d'autre qui a inventé l'ordinateur, Microsoft, et lui a acheté les brevets, puis il est devenu multimilliardaire à cause de ça. Et il n'y a absolument rien à voir en médecine. Et pourtant, ce gars-là a financé des campagnes de vaccination dans plein de pays, en Colombie, aux Philippines, au Mexique, plusieurs pays africains, le Kenya, la Tanzanie, les Indes. D'ailleurs, la fondation Bill et Melinda Gates ils sont fait mettre dehors de l'Inde parce qu'ils ont causé des torts irréparables à un paquet d'enfants. Il y en a qui sont morts de ça. Mais on se rend compte que toutes leurs campagnes ont toujours été pratiquement comme des tests pour tester la stérilisation à travers les campagnes de vaccination. Et ça, il y a une Québécoise qui est absolument formidable, qui s'appelle Guylaine Langto. Guylaine Langto, qui vit encore, d'ailleurs, elle a 97 ans. Qui s'appelle Guy maintenant. Oui, qui s'appelle Guy, oui, c'est ça. Elle a enlevé le mot laine de son prénom parce qu'elle voulait plus être tondue. Ah, c'est ça, voilà. Écoute, elle a écrit un livre qui s'appelle La mafia médicale. Et la mafia médicale, moi, ça m'a ouvert les yeux et en plus, ça venait d'une médecin québécoise. Je trouvais ça formidable. C'est c'est une héroïne, là, cette femme-là. Et justement, elle a parlé de ces trucs-là, de la stérilisation à travers les vaccins, mais c'est un peu elle qui m'a ouvert les yeux sur le fait que les Bill Gates et les OMS de ce monde étaient en train de travailler, au fond, à créer une pandémie de stérilisation sur la planète. Et 5 ans plus tard, 6 ans plus tard, ça commence à ressembler pas mal à ça parce que les organes reproducteurs semblent qu'ils sont touchés, il y a des fausses couches à profusion, et donc on ne sait pas, on n'a pas le fin mot parce qu'on est dans la désinformation la plus totale, mais on peut laisser supposer qu'on est dans une opération de contrôle démographique en ce moment. Ça fait très conspirationniste, hein, tout ce que tu nous dis. Oui, et tu sais quoi, Sylvain, je vais citer, une fois n'est pas coutume, la première phrase du chapitre qui suit, le chapitre 13. Tout pouvoir est une conspiration permanente, et ce n'est pas toi, cette fois, Sylvain, c'est de Honoré de Balzac, les amis. Oui. Alors, sortez cette phrase de Balzac que j'aime tant et que tu rappelles dans ce livre. Tout pouvoir est une conspiration permanente. Machiavel nous le dit. Machiavel en a parlé. J'ai lu beaucoup de Spinoza dernièrement, Baruch Spinoza, un philosophe du 17e siècle. Puis Spinoza a démontré, dans le fond, comment on s'est servi de la Bible, comment on s'est servi de l'Église pour contrôler les peuples, mais on est dans la conspiration la plus complète là, entre les autorités ecclésiastiques, le clergé et le gouvernement qui était des rois à l'époque. Mais on est dans c'est du complot, ce qu'ils nous décrivent ces gens-là. Puis si on remonte à Pline, Cicéron, ils ont mentionné justement, ils ont raconté à l'époque de l'Antiquité, donc comment les empires romains c'était de la conspiration les uns contre les autres tout le temps. Puis je comprends pas comment il y en a qui sont pas capables de se réveiller par rapport à ça. Mais tu vois, la politique n'est que ça. Tu nous parles de aussi ces expériences faites sur la psychologie, hein, parce que tout le monde a entendu parler de l'expérience du milligramme, mais il y a une expérience aussi que tu nous parles, c'est sa fameuse prison de Stanford. Tu veux nous raconter, parce que ça aussi, en fait, je crois que les gens ne se rendent pas compte qu'en 2 ans, il y a une expérience à grandeur, échelle mondiale, pour voir comment l'être humain fonctionne. Et là, ça avait déjà en 1971. Oui, c'est ça. En fait, ils appellent ça l'expérience de l'université Stanford. Puis, je me souviens plus de l'année que ça a été fait, mais je pense en 71. En 71, c'est ça. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réuni un paquet d'étudiants, tout ça, et on a fait un jeu de rôle, en fait. On a fait comme si la moitié étaient des gardiens de prison et des autorités de la prison, et l'autre moitié jouait des prisonniers. OK? Et là, on leur a imposé un paquet de conditions, tout ça. Et avec le temps, on était dans un jeu de rôle, là. Mais avec le temps, ceux qui jouaient les prisonniers se prenaient vraiment au jeu, là, et devenaient de plus en plus terribles envers les prisonniers alors qu'on jouait. Ceux qui jouaient les gardiens. Oui, c'est ça. Était absolument terrible par rapport. Et là, on est en train de fomenter une révolte au niveau des étudiants, des étudiants, dans le fond, qui jouaient les prisonniers. Et ils ont arrêté l'expérience parce que ça devenait dangereux à ce moment-là. Ça fait qu'on se rend compte que quand on donne un peu de pouvoir aux gens,
ils deviennent dangereux. Ils sont prêts à faire à Mais peu près n'importe quoi. c'est capital, il faut Oui, le répéter encore. oui, Il faut continuer, les amis, à absolument. le répéter ça en boucle parce que c'est une vérité absolue. Mmh. Le pouvoir finit Corrompt. toujours, c'est Oui, ça, mais surtout oui, drogue le cerveau. C'est-à-dire que le cerveau n'est pas fait, s'il n'est pas préparé avant, c'est ça. avec un sacré travail sur soi-même, à gérer le pouvoir. On l'a vu, ça fait 2 ans qu'on le voit. Nous aussi, on Oui, peut voir de notre côté aussi ben oui, ce qu'on réussit à dire oui, et à faire dans tous les pays de cette espèce de oui, c'est même plus de la au début, c'était de la nonchalance et là, les autorités se sont permis de cracher à la figure des gens oui, ouvertement. oui. Hallucinant quand même ce qui a été dit sur tous les plateaux. Je pense aussi notamment à la France, où le président de la France dit: «Mon Ouais, but, c'est d'emmerder les non vaccinés». Faut c'est quand même fou, le hein? faire. Ouais, C'est hallucinant. mais les gens sont en dissonance cognitive, là, complètement. Ils se rendent même pas compte du mal qu'ils font. En fait, moi, il y a j'ai même des amis personnels, là, qui étaient en faveur d'imposer une vaccination obligatoire. Puis je leur ai parlé de manière individuelle à ces gens-là pour leur Mmh. expliquer comment le pass sanitaire, entre autres, était basé sur l'Annenpass nazi et qui empêchait là, les Juifs. Et là, je leur posais des questions auxquelles ils étaient incapables de répondre. C'est, est-ce que tu es capable de te rendre compte que tu as exactement la même idéologie que les nazis dans les années 30 et 40 en ce moment avec les non-vaccinés, qui étaient à l'époque les Juifs? Puis les gens répondent pas à ça parce qu'ils s'en rendent même pas compte. Mais j'ose croire qu'à partir du moment où tu leur en parles, qu'ils prennent un pas de recul puis qu'ils se disent ouais, c'est vrai que ça commence à. Ben, il y en a un, entre autres, à qui j'ai parlé de ça. Et depuis, il a beaucoup modéré ses posts, beaucoup modéré là, ses commentaires sur les posts et tout ça. Et j'ai comme l'impression que je lui ai au moins ouvert les yeux sur cette partie-là de ce qu'il fait. Il y a une affaire que je ne voudrais pas oublier de parler pour ce chapitre-là, parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde et je l'aborde à l'intérieur de ça. C'est l'opération MK Ultra. Évidemment, on va oui, Ouais, bien ben sûr. oui, c'est ça, parce que dans le fond, là, c'est quoi MK Ultra? Ça fascine beaucoup de monde et on parle encore aujourd'hui de MK Ultra comme si ça existait. Disons qu'on a probablement des dérivés de MK Ultra, mais c'est que au fond, la CIA, en 1957, 58, 59, se sont mis à faire des expériences psychologiques et je dirais presque psychiatriques sur les gens parce que leur but était de contrôler l'esprit des gens. OK? Donc, mais de se servir de toutes sortes de choses comme le LSD, et ça amenait à des dérives absolument terribles là, pour ces gens-là. Mais on se servait de l'hypnotisme aussi, entre autres. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont connu cette époque-là du début des années 60 et qui sont persuadés que Sirhan, celui qui avait tué Bobby Kennedy, Mmh. dans le fond, était le fruit d'une expérience de MK Ultra. C'est-à-dire que tout le monde disait qu'il avait été complètement hypnotisé là, et qu'il était sur place, complètement hypnotisé. Et faut pas oublier qu'il y a eu trop de balles de tirées. Il y a eu plus que le fusil de Sirhan. Il y a eu, je pense, c'est 11 balles minimum, puis lui, il y avait 6 balles à l'intérieur de son fusil, son revolver. Donc, pour plusieurs personnes, ben, c'est une dérive justement c'est même un test là, d'une expérience de MK Ultra. Et mais on faisait des trucs comme on faisait prendre à leur insu des gens qui travaillaient pour la CIA, des agents de la CIA. On leur faisait prendre du LSD, mais dans des quantités industrielles. Puis là, on parle à une époque où on connaissait pas encore tant que ça l'acide lysergique, le dibit. Et ils prenaient et il est arrivé des dérives là, où on faisait rentrer une prostituée à l'intérieur de ça. Il avait payé une prostituée, faisait rentrer avec un agent de la CIA sur l'acide. Et là, il y a eu des presque meurtres là, qui se sont produits. Et donc, si on regarde, pour moi, l'opération MK Ultra, c'est comme une belle métaphore pour les dérives de ce que la CIA fait. Des dérives qu'ils vont faire pour essayer de contrôler. Et d'ailleurs, quand il y a eu la commission Church en 1972 aux États-Unis, c'est quoi la commission Church? C'est le sénateur Church, au fond, qui avait lancé une enquête sénatoriale sur les agissements de la CIA parce que pendant la guerre du Vietnam, c'était pas très joli ce qui se passait.
On avait donc fait une enquête rétrospective sur toutes les opérations de la CIA. Ben, Richard Helms, qui était à l'époque directeur de la CIA, ben, avait détruit tout ce qui touchait, tous les documents qui touchaient MKUltra, tellement il voulait pas que ça soit révélé, là, ces trucs-là. Donc, ce qu'on a aujourd'hui, c'est de connu, c'est pas tant des documents que des témoignages de gens qui ont participé d'une façon ou d'une autre à ces expériences-là. Théoriquement, l'opération MKUltra s'est terminée genre en 1959-60, quelque chose comme ça. Mais c'est certain que le contrôle des esprits a toujours été dans les priorités de la CIA depuis ce temps-là. Et donc, il y a encore des opérations qui se font de ce côté-là. D'ailleurs, quand il y a eu la commission Church, c'est là qu'on a entendu parler, c'est pas dans ce chapitre-là que j'en parle, mais c'est là où on avait entendu parler du pistolet crise cardiaque de la CIA. Qu'est-ce que le pistolet crise cardiaque? Ça tirait des dards de glace très minuscules là, qui laissaient une plaie de 1 mm moins que ça. Et évidemment, ça fondait à l'intérieur du corps une fois que c'était tiré. Et ça libérait une toxine qui avait été prélevée sur des anémones les plus terribles et ça provoquait presque instantanément, dans les 2 minutes, une crise cardiaque. Okay? Et donc, c'était presque une façon parfaite de tuer des gens sans que ça soit possible de déterminer dans une autopsie. Parce que, je veux dire, cette plaie-là, tu peux pas imaginer que que c'est ça qui a pu tuer la personne. Donc, dans les années 70, la commission Church a déterminé ce pistolet-là et la CIA s'est fait interdire l'usage de ça parce que c'était absolument terrible. Et pourtant, quand est venu le temps de faire en 76 la commission de révision sur sur les meurtres de Kennedy, JFK et de Martin Luther King, ben les témoins sont morts de crise cardiaque à profusion juste avant leur comparution à l'intérieur de ça, ce qui laisse croire qu'ils n'avaient peut-être pas mis de côté leur pistolet crise cardiaque. Tu nous parles d'un livre qui est paru en 1963, Kubark, livre de recettes de torture, d'ailleurs. C'est pas nouveau tout ça, hein? Non. Ben, c'est ça. En fait, Kubark, c'est ça. C'était les tortures de la CIA. Puis, je veux dire, combien de fois on a entendu parler des tortures par après de la CIA, que ce soit en Irak, que ce soit en Afghanistan. Il y a toujours des commissions qui dévoilent des tortures. On appelle le waterboarding en ce moment, aujourd'hui. Waterboarding, c'est absolument terrible. Là, c'est, dans le fond, on noie presque les gens là, dans l'eau. Et pour juste avant qu'ils se noient, de les récupérer pour tenter de leur faire parler. Mais c'est une horreur, là. C'est une horreur. La CIA n'a jamais arrêté ces opérations de torture. Kubark était le premier guide, je dirais. C'était presque un mode d'emploi. C'était presque un fascicule sur comment torturer les gens pour obtenir des confessions. Puis, ben c'est ça. Ça fait pour moi partie de la vision de sous-humains que les élites et leurs agences d'espionnage ont du reste de l'humanité, dans le fond, de tous ceux qui ne font pas partie de leur club. Puis, et aussi de l'aspect eugéniste dont tu parles dans ce chapitre-là. Oui. Pour les personnes qui connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous expliquer le rôle de Kellogg, par exemple? Tout le monde a mangé des Kellogg's. Des cornflakes. Ouais, les cornflakes. Ouais, mais Kellogg, c'est ça. John Harvey Kellogg, c'était un eugéniste la première heure. Il a financé des études d'eugénistes. Il a publié même des articles. C'est pas des livres tant que ça, mais c'est des articles sur l'eugénisme. Et lui, pour lui, il fallait absolument pas souiller la race pure et blanche avec le sperme sale des autres races et ou ethnies. Mais donc, on sait presque pas, mais Kellogg, donc, qui ont inventé les cornflakes par après, c'était un de ces eugénistes comme Rockefeller, comme Carnegie, comme Averell Harriman, le magnat des chemins de fer, comme JP Morgan, des banques qu'on connaît. C'était tous des gens qui étaient pour l'eugénisme, pour le contrôle démographique des populations. Puis si on regarde, dans le fond,
la réalité de la Première Guerre mondiale, ben, on était dans un contrôle démographique là, de la population à l'époque. On a tué la moitié de toute une génération en Europe, ce qui a beaucoup ralenti la population. Mais il faut savoir, pour ceux qui pensent qu'il y a un quelconque fondement scientifique à la surpopulation, ben, il faut savoir qu'il n'y en a pas. OK? Il n'y a aucune, même pas proche de surpopulation. Pour mon, je vais te révéler un petit truc. Pour mon troisième livre, j'ai fait les calculs. J'ai pris la densité de la ville de Paris. Densité de la population de la ville de Paris, qui est grosso modo 20 000 personnes au kilomètre carré. OK? Donc, après ça, j'ai pris les 7,8 milliards d'humains que j'ai divisé par la densité de Paris. Parce que, bon, Paris, on s'entend, c'est une densité assez forte, mais c'est vivable. Là. On est très bien là, dans Paris. Puis, on pense jamais qu'on étouffe dans Paris, mais on regarde plutôt les beautés qui nous entourent. Et donc, surtout pour quelqu'un qui vient de l'Amérique. Et donc, j'ai divisé ça. Et qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne grosso modo 380 000 kilomètres carrés. Donc, ça veut dire que pour caser les 7,8 milliards d'humains, on aurait besoin de 380 000 kilomètres carrés en préservant la densité de la ville de Paris. Ben, ça donne exactement ou presque l'État du Montana aux États-Unis. On a de la place alors. Et ben c'est ça, c'est que c'est incroyable. Fait que là, quand tu dis, vous pouvez aller faire les calculs, là, vous pouvez aller, tout est disponible. Et si on donne la densité de la ville de Lyon, qui est la moitié de celle de Paris, donc beaucoup plus aérée, qui est à peu près 10 000 personnes au pied carré, ben on peut caser toute l'humanité à l'intérieur du Texas, qui est 2 fois plus gros que le Montana. Mais Sylvain, je vais faire l'avocat du diable. Ouais. Les gens vont te dire oui, mais il n'y aura pas assez à manger pour tout le monde. Et c'est là où tu vas venir nous parler des graines stériles de Monsanto. Ben oui, c'est ça. C'est que, en fait, c'est certain que si on continue de laisser les mondialistes en charge de la planète, les mondialistes, c'est simple, ils sont dans une surproduction, une surexploitation de la planète et ils ne recyclent pratiquement rien de tout ça. Et c'est l'idéologie mondialiste qui est en train de piller la planète. OK? Moi, je l'aime, la planète. Là. Quand je parle de toutes ces choses-là, là, je suis pas contre la préservation de la planète, bien au contraire. Mais tout ce qu'on a à faire, là, c'est d'arrêter le pillage et le mondialisme, c'est-à-dire les compagnies qui vont surexploiter les mines. Tu sais, je donne juste un exemple, les téléphones. Nos téléphones cellulaires, on est dans une obsolescence programmée. Là. Ils sont faits pour durer 4, 5 ans, puis après, tu es obligé d'échanger. Il y a plein de métaux rares à l'intérieur de la fabrication du téléphone et les quantités sont tellement petites qu'on peut pas récupérer ces métaux rares-là. Mais eux, en plus, pour s'assurer qu'il y ait une production continue, mais une consommation continue de ces téléphones-là, ben, ils s'arrangent pour qu'après 4 ou 5 ans, qu'ils soient plus bons. Tu peux pas changer la batterie, on le sait tous, là. Les Apple, les iPhones, tu peux pas changer la pile ou à peu près. Il y a toujours quelque chose qui brise. On va le faire à travers les logiciels. À un moment donné, ton logiciel d'exploitation est plus assez fort et tu es obligé de le changer juste pour avoir un logiciel plus fort. Mais ça, c'est de l'obsolescence programmée. Et on est dans le gaspillage le plus total de tout ce qui se trouve dans des téléphones, là. Et pourtant, on va blâmer la surpopulation pour la destruction de la planète. Et, Sylvain, d'ailleurs, ouais. Quand on parle d'humains augmentés, Ouais. ça rejoint ce que tu dis. En fait, l'humain augmenté, les gens trouvent ça génial, hein, d'avoir peut-être des implants pour voir plus loin, pour entendre mieux penser. Hein. Je ne vais pas aller dans les détails. Non. Mais les gens ne se posent pas la question de qu'est-ce qui se passe si on n'a plus la pièce de rechange le moment où elle est obsolète. Ouais. Et l'humain augmenté, ça existe déjà, hein, d'une certaine façon, ne se rend pas compte qu'il est maintenant, lui aussi, dans une obsolescence programmée et programmable. Ouais. Ben, on est dans une dérive. En fait, l'humanité au complet est dans une dérive. Les Elon Musk de ce monde chez Tesla, tous les Klaus Schwab qui veulent faire des implants à l'intérieur du cerveau pour contrôler ton cerveau, mais qui soient liés en plus à toutes sortes de fonctions biologiques et non biologiques. Là. Donc, je pense que tout ça est interdit jusqu'à il y a pas longtemps. Là. C'est-à-dire que on ne pouvait pas
faire des expériences qui affectaient la génétique à l'intérieur de ton corps. Même les technologies ARN dans les vaccins, c'était interdit, tout ça. Mais c'est comme si on avait perdu toute éthique en science, ils ont réussi à tout écraser. Et là, ils veulent faire des surhumains là, qu'on pourrait parler, mais en réalité, c'est des sous-humains parce qu'ils vont perdre tout ce qu'ils ont d'humain à l'intérieur d'eux. Et, En fait, c'est ce que tu nous dis dans tes livres aussi, et ouais. j'insiste là-dessus parce que c'est important aussi quand même de te lancer des fleurs, Sylvain. Parce que tu en as passé des heures à écrire et à Ah oui, dénoncer. quand même. Et comme tu disais justement, c'est la première fois que tu écris un livre en sachant qu'il va se vendre. Hein? Parce que les 2 premiers, tu prêchais seul dans le désert quand même. Oui, c'est ça. J'étais tout Parce seul à que la maison. mais c'est ça, quand on dénonce, et moi je sais ce que c'est parce que je me suis vraiment penchée sur le sujet de la vaccination il y a 8 ans. Ça Ouais, intéressait personne, je me suis pris des baffes de tout le monde, ouais, y compris en famille. ouais. Et en fait, on se rend compte à ce moment-là qu'on est en train de découvrir, comme tu dis, d'ouvrir la boîte de Pandore. Oui. Et à un moment donné, ça suffit. Oui, il faut que l'intégrité là, des gens là, prenne le dessus à un moment donné. Là. Oui. Oui, c'est pas drôle là, ce qui se passe sur la planète. C'est pas drôle à quel point on vous manipule. On se sert de vous pour faire les tests qu'on a besoin, on n'a aucune considération pour ce que vous êtes ou pour la vie de vos enfants. Mais il faut que les gens se rendent compte de ça. OK? Et qui arrête de penser qu'on vit dans un monde de calinours, qu'on dit au Québec. Là. C'est, les calinours, Bisounours chez nous. les bisounours, c'est la même chose. Mais il faut arrêter de croire ça, qu'on a des arcs-en-ciel qui sortent du ventre là, et qu'on est arrosé, baigné de lumière. On est dans un monde qui est extrêmement laid en ce moment depuis 2 siècles. Là, et en plus, il est en train de s'écrouler. On le voit, là, il s'écroule devant nos yeux. Mais vous devez aider à le mettre à terre et s'assurer qu'il reste par terre au sol et qu'on puisse enfin regarder vers l'avenir d'une autre façon et qui exclut évidemment tous les bidules de reconnaissance faciale, les bidules d'identité numérique, de portefeuille crypto dans une chip et toutes ces cochonneries-là. Moi, j'espère et j'ai grand espoir qu'on va être capable de se débarrasser de ça qui vient avec l'idéologie mondialiste, de contrôle du monde. C'est ça, et c'est ce que tu nous dis dans tes livres, que finalement, le seul levier par lequel on a pu manipuler les masses, c'est la peur, les amis. Souvenez-vous du Patriot Act, on en a tellement parlé avec Sylvain, les attaques des 2 tours qui ont permis de signer dans la foulée, quelques jours après, le fameux Patriot Act qui a anéanti la Constitution américaine, qui est sublime. Ouais. Et grâce aux médias, sans les médias, et comme tu disais justement l'autre jour dans un live sur la place devant le Parlement à Ottawa, sans les médias, jamais, on aurait pu avoir le consentement des masses, la manipulation des foules. Alors tout le monde se tourne vers les gouvernements, mais la clé de voûte est dans les médias. Et c'est là où c'est capital de comprendre ce que tu nous expliques dans la déprogrammation, le rôle du CFR, la commission trilatérale, les Bilderberger, comme tu dis, et de comprendre tout ça. Tout est lié, les amis. C'est pas simple, c'est ultra complexe. Et toi, Sylvain, t'as vraiment du mérite parce que t'en passes des nuits blanches à essayer de défaire les nœuds de tout ça. Hein. Oui, pour essayer de comprendre, ça a été beaucoup de nuits blanches, mais tu as raison, je reprends ton message du début, mais il faut arrêter d'avoir peur. Il faut arrêter d'avoir peur de tout. Il faut arrêter d'avoir peur des virus. Il faut arrêter d'avoir peur de la vérité. Il faut arrêter d'avoir peur des gouvernements qui ont pas la moitié du corps de la puissance qui se donne à l'intérieur des médias. Là. On parle de 30 détraqués ou à peu près là, qui sont à l'intérieur d'une bâtisse, là, c'est tout. Donc, il faut arrêter d'avoir peur de ça, puis il faut que toute la population se lève en bloc maintenant pour s'assurer que ces gens-là ne fassent plus de mal du tout au reste de l'humanité. D'ailleurs, je trouve que ce qui se passe à Ottawa, chez vous, au Québec, avec tous ce convoi énorme, ces millions de gens mobilisés, représente ce que je dis depuis longtemps, et ça ne vient pas de moi, je ne fais que répéter quelque chose qui fait vraiment sens. L'antidote à la peur, c'est l'amour. Et quand on voit ce mouvement d'amour et de bonne énergie, ça pulvérise tout. Est-ce que tu peux confirmer ça? Ah, absolument. Parce que les médias, tu sais, comme
comme ce mouvement est traduit dans les médias, comme évidemment un mouvement antisémite d'extrême droite, qui casse tout, qui prive les SDF de nourriture, etc. Ouais, non, ça, c'est le narratif complètement déjanté et complètement à côté de ses pompes de Trudeau, qui, en fait, n'a pas beaucoup d'appui en ce moment là, par rapport à sa position et qui sait absolument plus quoi dire là, pour essayer de blâmer ces gens-là. Mais dans les rues, il n'y a rien de ça. Là. Dans les rues, c'est la joie, le bonheur. C'est le peuple qui a l'impression qu'il est en train de reprendre le contrôle de ces institutions, en tout cas où on est en route vers ça. Et le peuple qui est en train de démontrer son poids démographique. Et à partir du moment où il va avoir encore plus d'appui là, des autres, parce que là, je pense que c'est les travailleurs de la construction maintenant qui doivent se lever. Il y a plein d'autres pans de la société. Là. Les professeurs ont été instrumentalisés là, par rapport à ça. Ils doivent tous maintenant se joindre au mouvement. Il y en a beaucoup qui se joignent, mais c'est pas encore assez massif. Et les travailleurs de la santé doivent se joindre au mouvement pour arrêter d'être instrumentalisés. Et à partir du moment où ça va devenir évident et impossible à cacher, ben à ce moment-là, ça va être terminé. Sur quoi on finit cette capsule avant de se retrouver dans le chapitre 13, qui, je le rappelle, commence par cette phrase d'Honoré de Balzac, on la refait encore. Ouais. Tout pouvoir est une conspiration permanente. Oui, on s'en lasse pas quand même. Hein. Non, c'est ça. Ben là, on tombe dans les 3 derniers chapitres de la déprogrammation. Dans le fond, c'est un peu le retour aux solutions. Puis il y a beaucoup presque de prémonitions par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Ça fait peur, hein? T'as ta boule de cristal. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, c'est que là, on va être dans un mode de solution aussi, de problèmes, de ce qui se passe réellement à l'intérieur sur la planète en ce moment. Puis de toute façon, pour le chapitre 12, ben, on va le laisser là parce que de toute façon, j'ai écrit un livre complet là, qui est un spin-off de ce chapitre-là. Oui, c'est ça. Ça fait qu'on va pouvoir y revenir abondamment. J'ai remarqué que c'est la même dynamique dans l'autre livre. Dans la déprogrammation, tu avais commencé un chapitre un peu historique, justement, et tu en as fait Guerre et mensonge. C'est exactement ça. Puis, ben, c'est ça, quand tu ouvres des boîtes de Pandore, là, ben, c'est vraiment ça. C'est que pour tout ce qui est la science, ça a été aussi une révélation choc là, par rapport à tout ce que j'ai commencé à découvrir. Tu sais, depuis ce qu'on vit, ça fait 2 ans maintenant. Ouais. Il y a une image qui m'est venue et j'aimerais peut-être finir là-dessus parce que souvent, les gens nous disent « Mais comment c'est possible de dormir à ce point? Comment c'est possible de ne pas ouvrir les yeux? Les gens se déchirent en famille et pas qu'en famille. » Et en fait, m'est venue une image grâce à une femme aussi qui fait des vidéos que j'apprécie beaucoup et qui disait que finalement, c'est un petit peu comme si tu imagines une tour avec une centaine d'étages et quand tu as justement travaillé l'histoire, quand tu t'es documenté, que tu as passé du temps à apprendre au lieu de végéter devant la télévision sous Prozac ou Ritaline, comme tu le dis d'ailleurs, hein, c'est très pratique d'avoir un peuple complètement anesthésié et comme un légume qui n'a plus de discernement, eh bien, tu as accès à aller suffisamment haut dans les étages pour avoir une vue dégagée. Hein, on voit la vue, the big picture, comme on dit, voir la vue d'ensemble, voir le tableau. Alors que quand tu es complètement dans le cirage, toujours dans la petite roue du hamster, tu n'as pas ouvert tes horizons, que tu n'as qu'un canal d'information et unique, eh bien, tu peux aller qu'au 2e ou 3e étage. Et donc, tu vois que le petit jardin que tu as devant les yeux, mais tu vois pas les pièces du puzzle qui se relient. Et c'est ça, finalement. Je pense que c'est juste une question de capacité à avoir le discernement. Ça nécessite d'avoir une approche pluridisciplinaire, comme tu le fais, toi. Et d'avoir plusieurs canaux. Oui, puis je pense que les gens ont plus vraiment de défaite, je dirais, là, pour ne pas commencer à s'informer parce qu'il y a des heures et des heures de vidéos, d'écriture, de livres, d'articles maintenant qui peuvent aller consulter sur la réalité du monde. Puis, je veux dire, c'est facile d'accès, là, ben, relativement facile d'accès. Donc, il s'agit de trouver des guides. Et puis, on se retrouve assez rapidement pour se rendre compte que, OK, c'est tous les boîtes de Pandore, une après l'autre. Alors, Sylvain, je te remercie. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ouais. On se retrouve bientôt dans le chapitre 13.
Et puis, pour Oui. les personnes qui souhaitent acheter le livre, vous avez tout dans la barre d'infos pour le Québec. C'est chez toi, les éditions Charlot. Donc, je rappelle Ouais. que sur la couverture du livre, il y a tes enfants, Charlotte et Louis. D'où Oui. les éditions Charlot, les amis. Hein? Voilà. Je le précise parce que c'est quand même chouette Oui. de le dire, d'avoir. Ouais. D'ailleurs, tu as écrit ce livre pour tes enfants. Hein. Oui, absolument. Changer le monde pour eux autres parce que c'est eux autres qui vont en bénéficier. Et oui, et grâce à ça, ça nous donne la force de continuer. Et une pensée pour tous les parents qui se battent pour faire valoir les droits de leurs enfants aujourd'hui. Je sais que c'est vraiment plus difficile que jamais. Tenez bon, les amis, tenez bon. Mhm. Ne baissez pas les bras et surtout, restez soudés et en réseau avec des gens qui vous soutiennent et qui soutiennent le discernement, le grand absent Oui. de la crise Covid en l'occurrence. Oui, la logique. On va gagner. C'est une question de temps. Restons positionnés. Comme le disait Ouais. Jean-Paul Sartre, on n'a jamais été aussi libre que sous l'occupation. Oui. Parce que au moins on est forcé d'une façon ou d'une autre de se positionner. Ouais. Donc réfléchissons sur Jean-Paul Sartre et ce qu'il disait, Ouais. qui a fait couler d'ailleurs beaucoup d'encre. Oui. Mais réfléchissons là-dessus, les amis, et partagez en masse cette vidéo et les autres vidéos de Sylvain Laforest qui sont géniales et d'utilité publique. Salut Sylvain, on se voit dans 2 jours pour notre direct sur Ottawa. Et puis vous verrez le replay si vous ne l'avez pas vu, le direct. Allez fouiller sur emmacruzy.com, tout y est. Ciao, voilà. À bientôt. Ciao.